Un sentier de montagne dans l'État de l'Utah aux États-Unis, mars 1974. Une femme enlève sa veste, la plie soigneusement, la pose au sol. Elle enlève son pull, le plie, le pose sur la veste. Elle tremble, pas à cause du froid. Elle continue, vêtement par vêtement, la peur dans les yeux. Pour comprendre cette scène et ce qui s'est passé juste après, il faut remonter quelques heures en arrière et comprendre qui se tenait en face d'elle. Mon nom est SH. Si vous êtes fan de l'étrange, du sombre et du mystérieux raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici, 1 à 2 fois par semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le matin du 11 mars 1974, Barbara Rocky est assise au bureau de sa chambre, dans la ville de Provo, dans l'Utah. Elle écrit, elle s'arrête, relit et ajoute quelques lignes. Sa lettre doit être parfaite, parce que Barbara dit au revoir. Elle a 22 ans, étudiante en 3e année à la Brigham Young University, une école très religieuse, à grande majorité mormone. Les Mormons sont des chrétiens qui, en plus de la Bible, suivent le livre de Mormon et vivent selon un code de conduite strict, très centré sur la famille. Mais pas Barbara, elle venait de Californie. Elle se définissait comme un esprit libre, curieuse de tout, attachée à rien. Elle avait choisi la BYU non pas par foi mais par fascination. L'idée d'étudier dans une université structurée autour de la religion lui semblait intéressante. Sauf qu'une fois sur place, elle s'était sentie immédiatement en décalage. Ses camarades allaient à l'église chaque semaine. Ils suivaient un ensemble strict de règles de conduite. Ce n'était pas son monde. En 3 ans, la frustration et l'isolement l'avaient écœurée de cette diversité. En janvier 1974, elle avait emménagé avec 7 nouvelles colocataires, en espérant que ça change quelque chose. 2 mois plus tard, c'était encore plus clair qu'avant. Ses filles ne l'aimaient pas. Elles la trouvaient bizarre parce qu'elle sortait avec des garçons différents et s'intéressait à d'autres religions. Barbara avait décidé de jouer le jeu à fond, de leur donner exactement ce qu'elle craignait. Elle disait qu'elle priait le diable. Elle les choquait exprès, et ça avait fonctionné. Elle n'était plus seulement indifférente. Elles avaient peur d'elle, ce qui l'avait encore plus isolée du reste du groupe. La personne à qui Barbara parlait le plus à l'université, c'était son meilleur ami, Jerry Hiker. C'est lui qui l'avait écoutée quand personne d'autre ne le faisait. C'est lui qui avait même essayé de lui trouver un autre logement quand la tension avec ses colocataires était devenue trop forte. Et c'est lui qui l'avait aidé à acheter une arme. Parce qu'il y avait une autre raison pour laquelle Barbara voulait partir. Elle se sentait en danger. Récemment, des faits divers glaçants avaient secoué le pays. En janvier, une étudiante de l'État de Washington avait été battue et presque tuée dans sa chambre. En février, une autre avait disparu. Barbara ne connaissait pas ces femmes, mais elles lui ressemblaient. Cheveux longs et foncés, même type de physique. Alors elle avait pris des cours de judo, et Jerry l'avait aidé à acheter un revolver. Sauf que le revolver avait disparu. Barbara ne l'avait plus depuis plusieurs semaines. Elle avait cherché partout. Elle l'avait signalé à la police du campus. Rien. Là où Barbara trouvait vraiment du soutien et de la compréhension, c'était au téléphone, avec Richard Finder, un homme qui se disait médium. Elle l'avait contacté après l'avoir entendu donner des consultations dans une émission de radio. Le courant était passé immédiatement. Richard avait presque 10 ans de plus qu'elle, mais il la comprenait d'une façon que personne d'autre dans sa vie ne le faisait. Leur relation était à la fois romantique et spirituelle. Presque entièrement par téléphone. Richard vivait très loin de l'Utah. Et Barbara avait décidé de se rapprocher de lui, de rejoindre son cercle d'amis, des gens comme elle. Et c'est pour ça qu'elle avait décidé, pour financer son déménagement, de vendre son collier qui était son bien le plus précieux. C'est pour ça qu'elle écrivait cette lettre d'adieu. Elle pose le stylo, il est presque 10 heures, elle accourt. Elle glisse la lettre dans son sac à main, à côté d'un collier en turquoise. Elle va le vendre aujourd'hui chez un prêteur sur gage de Salt Lake City. Au moment où elle saisit son sac, elle entend une voiture se garer dans l'allée. C'est Jerry, son seul ami à la fac. Il avait emprunté sa voiture pour aller skier et venait la rendre. Barbara sort, il est là sur le trottoir à l'attendre. Il demande si leurs plans de l'après-midi tiennent toujours. Elle dit oui rapidement car elle est en retard. Il lui redemande, juste pour être sûre. Elle répète « Oui, les plans tiennent pour cet après-midi ». Elle prend les clés et monte dans sa voiture. Jerry ne bouge pas, il la regarde partir.
1 heure plus tard, Barbara est en cours de travail social. Elle attend que le professeur les libère. Derrière elle, des étudiants chuchotent. Elle ne saisit pas les mots, mais elle sent son visage rougir. Si c'était elle le sujet, ce ne serait pas la première fois. Elle fait de son mieux pour ignorer. Dès que le professeur les libère, elle attrape ses affaires et file jusqu'au parking. Dans sa voiture, la route vers Salt Lake City lui appartient. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme et de l'envie. Elle quitte enfin cet endroit maudit. À 12h50, Barbara entre dans un prêteur sur gage de Salt Lake City. Elle pose le collier en turquoise sur le comptoir. La vendeuse l'examine. Barbara accepte le prix, mais elle est pressée. Elle explique que son copain tourne dans le quartier et l'attend. Elle récupère l'argent et elle ressort très rapidement. 3 heures plus tard, Jerry remonte le trottoir à pied vers la maison de Barbara. Ils avaient prévu de se retrouver cet après-midi. Elle n'est pas venue. Pas de message, pas d'appel. Ça ne ressemblait pas à Barbara. Sa voiture n'est pas dans l'allée. Jerry fait demi-tour et quelques pas plus loin dans la rue, il voit la voiture de Barbara garée devant un immeuble. Il s'approche, regarde à l'intérieur. Il y a un mot sur le siège. La portière est ouverte. Il attrape le papier et commence à lire. Son cœur s'emballe. 1 heure plus tard, Jerry entre en courant au poste de police du campus. Les colocataires de Barbara sont derrière lui. Il leur a montré le mot. Il avait peur que ce soit une lettre de suicide. La lettre disait que Barbara partait pour être avec des gens qui la comprenaient. Le ton était inquiétant. Il dit à l'officier de garde que Barbara n'est pas venue à leur rendez-vous, que sa voiture est garée devant un immeuble où elle ne connaît personne et qu'il y a cette lettre. L'officier dit qu'il va regarder ça. La nuit tombe et personne n'a revu Barbara. Le lendemain, un technicien d'une compagnie d'eau de l'Utah emprunte un sentier dans Big Cottonwood Canyon. Il est là pour vérifier des canalisations. Il prend son temps, l'endroit est magnifique, en altitude, isolé, silencieux. Il arrive en haut du sentier et il n'est pas seul. Il voit une femme allongée au sol. Elle semble nue, ou presque. Pendant 1 seconde, il pense « bain de soleil ». Puis il se dit « Mars, il fait froid ». Elle est face contre terre, complètement nue. Il fait quelques pas de plus. Il comprend, se retourne et court. Dans l'heure qui suit, le capitaine Pete Hayward du bureau du shérif de Salt Lake City suit un adjoint à lui sur 300 mètres de dénivelé. Il est essoufflé quand il arrive devant le buisson sous lequel se trouve le corps d'une femme nue, face contre terre. Hayward s'accroupit. 3 impacts dans le dos. Aucun signe de décomposition avancée. Son estimation, elle est là depuis 1 jour, peut-être 2. Un miracle en fait. À cette époque de l'année, personne ne vient dans ce secteur. Sans ce technicien, elle n'aurait peut-être pas été retrouvée avant des mois. À côté du corps, les vêtements de la victime. Chaque vêtement plié soigneusement. Hayward enfile un gant. Rien de déchiré, rien d'abîmé. Pas de traces de lutte dans la terre. Pas de marque de traînée. Pas d'arme. Cette femme a probablement été tuée exactement là où elle se trouve. Hayward reste un moment debout au milieu du sentier et regarde la scène. Les vêtements pliés, l'ordre, la propreté. Ça pouvait vouloir dire que la victime les avait retirés elle-même lors d'un rapport consenti qui avait mal tourné, ou qu'on les lui avait fait enlever sous la menace d'une arme. Dans les 2 cas, son instinct lui dit la même chose. Cette femme est montée ici volontairement avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Parce que forcer quelqu'un à gravir ce sentier, c'est presque impossible. Elle a marché, elle a choisi de marcher, et cette personne l'a tuée 1 fois en haut. Il fait retourner le corps. Il retrouve des balles dans la terre en dessous. Elles ont traversé le corps de part en part. Il demande à l'équipe de prélever les projectiles et aussi la terre autour. En 1974, les tests ADN n'existent pas encore. Mais on peut analyser des fibres, des cheveux. On ne sait jamais ce que cette poignée de terre peut contenir. Il n'imagine pas encore que la résolution de ce crime est dans cette poignée de terre et qu'elle y restera cachée pendant 33 ans. Le lendemain matin, mercredi 13 mars, Hayward traverse le couloir du bureau de shérif les yeux rouges. Tournant sous caféine, la balistique a donné un résultat. Calibre 357 Magnum, un calibre courant à l'époque. Mais c'est un point de départ, et il a un nom. Son équipe avait diffusé un appel à témoins la veille à la télévision. La police du campus les avait rappelés. Aux États-Unis, beaucoup d'universités ont leur propre police. De vrais policiers, assermentés, qui patrouillent, enquêtent et peuvent arrêter sur le campus. Une étudiante manquait depuis lundi. Des camarades de la disparue étaient montés à Salt Lake City et quelques heures plus tôt, ils avaient identifié le corps. Il s'agissait de Barbara Rocky, 22 ans.
Hayward s'assoit face à Jerry Hiker. C'est lui qui a signalé la disparition. C'est lui qui a identifié le corps ce matin. Il est visiblement secoué. Il bouge la tête, détourne le regard, retient ses larmes. Mais Hayward n'est pas le genre à prendre des gants. Surtout que Jerry est un suspect évident, le plus proche ami de la victime. Et Hayward est convaincu d'une chose, le tueur est quelqu'un que Barbara connaissait. Il lui demande de raconter la journée du 11 mars dans les moindres détails. Jerry explique tout. Il avait emprunté la voiture de Barbara pour aller skier, la lui avait ramenée lundi matin vers 10h. Ensuite, la bibliothèque. L'après-midi, il attendait Barbara. Ils avaient des plans, elle n'est pas venue. Il est passé chez elle, la voiture n'était plus là. Et en repartant, il a vu une voiture garée devant un immeuble où elle ne connaissait personne et où la voiture n'avait rien à faire. Il a regardé à l'intérieur, il y avait un mot. La portière était ouverte. Il a pris le mot, il avait peur que ce soit une lettre de suicide. Hayward l'écoute. Et il range mentalement Jerry dans la case des innocents. En effet, il a un alibi. C'est lui qui a alerté la police, et surtout le corps de Barbara n'avait été retrouvé que par pur hasard dans une zone où personne ne s'aventure en mars. Le tueur avait tout intérêt à rester silencieux et espérer que Barbara ne soit jamais retrouvée. Pourquoi alors aller au commissariat si on est le meurtrier ? Hayward interroge ensuite les 7 colocataires. Elles admettent toutes qu'elles n'aimaient pas Barbara, mais elles ont tout un alibi solide. L'expert en écriture confirme que la lettre est authentique. Barbara l'a bien écrite elle-même, littéralement pour dire au revoir. D'ailleurs, l'une des colocataires donne au détective quelque chose d'utile. Juste avant de disparaître, Barbara avait mentionné qu'elle voulait vendre un collier en turquoise dans un prêteur sur gage de Salt Lake City. Hayward passe donc le jour suivant à faire le tour des shops de la ville. Jeudi 14 mars, une boutique en périphérie de Salt Lake City. Hayward pose sa question habituelle à la femme derrière le comptoir. « Est-ce que vous avez récemment acheté un collier en turquoise ?» La femme lui répond par l'affirmative et désigne une vitrine derrière elle. Collier blanc, pierre turquoise, velours rouge. La description de l'acheteuse correspond à Barbara. Le reçu indique le 11 mars, 12h50, le jour de la disparition. Mais ce qui fait bondir le cœur de Hayward, c'est autre chose. Barbara avait dit à cette vendeuse qu'elle était pressée parce que son copain tournait dans le quartier dehors. Un copain ? Hayward avait parlé à des dizaines de personnes dans l'entourage de Barbara, personne n'avait mentionné de copain. Il fonce au commissariat. Un adjoint l'intercepte dans le couloir, il a l'air aussi agité que lui. Des amis de Barbara ont parlé d'un certain Richard Finder, un médium autoproclamé de Californie qui se trouvait justement en ville ce week-end pour des vacances au ski et qui venait d'appeler le commissariat pour proposer son aide. Quelques heures plus tard, Hayward est assis face à Richard Finder, 30 ans, lunettes, petit bouc, sûr de lui. Il dit qu'il est là pour aider. Pour Hayward, tout ça sonnait faux. Il n'est pas rare qu'un meurtrier s'insère dans une enquête pour observer ou orienter les soupçons. Et Hayward a creusé. Richard possède un 357 Magnum, le même calibre qui a tué Barbara. Et l'endroit où il loge est tout près du canyon où le corps a été retrouvé. Trop de coïncidences. Richard, quant à lui, explique sa relation avec Barbara. La radio, le lien spirituel, jamais de rencontre physique. Hayward le coupe et lui demande « Pourquoi avez-vous appelé le commissariat ?» Richard devient grave. Il dit qu'il avait eu une vision, l'arme du crime. Elle a été jetée dans l'eau quelque part. Hayward reste immobile, bouche bée, parce que la police n'avait jamais annoncé publiquement que l'arme était manquante. Richard n'aurait pas dû savoir qu'il la cherchait, à moins d'y être pour quelque chose. Hayward ne pose plus de questions sur les visions. Il exige que Richard rende compte de chaque heure de sa journée du 11 mars. Pour la première fois, Richard semble déstabilisé. Il fixe Hayward, puis dit qu'il ne l'a pas tué, qu'il était avec ses amis toute la journée. Hayward glisse un bloc-notes vers lui. Et dit à Richard « Écris le nom de tes amis et leur numéro de téléphone. » Quelques semaines plus tard, les résultats balistiques arrivent. Ce n'est pas l'arme de Richard. L'arme qui a tué Barbara ne correspond pas au 357 de Richard Finder, et son alibi ne tient qu'à moitié. Ses amis disent avoir passé une partie de la journée avec lui, pas la totalité. Des heures entières restent non justifiées. Mais sans l'arme du crime, Hayward ne peut pas aller plus loin. Les mois passent, les pistes s'épuisent. Hayward est promu, puis pris par d'autres affaires. L'affaire Barbara Rocky devient un cold case. Automne 2005, plus de 30 ans après le meurtre de Barbara. L'inspecteur Todd Park est assis par terre dans son bureau au département du shérif de Salt Lake City. Autour de lui, le sol est couvert de photos de scènes de crime, procès-verbaux d'interrogatoire,
registre de pièces à conviction datant de 1974. Park vient d'arriver à la criminelle. Il a pris ce dossier après un appel de l'une des sœurs de Barbara, qui demandait depuis des années qu'on le rouvre. Il est jeune dans le métier. Peut-être que c'est ça qui lui donne cette certitude que l'affaire peut encore être résolue. Il étale les pièces à conviction sur le sol, relit chaque interrogatoire, chaque rapport de terrain. Il sent qu'une histoire cohérente est là. Quelque chose que personne n'a réussi à compléter. Il veut trouver des réponses pour la famille Rocky. Plus de 30 ans d'attente, c'est trop long. Pendant les 30 années précédentes, plusieurs pistes ont été fouillées. La piste Ted Bundy avait été explorée. Bundy avait été arrêté à moins d'1 heure de la ville de Provo en 1975, juste 1 an après le meurtre de Barbara. Il tuait des étudiantes dans tout l'Ouest américain. 1974 est surnommé l'année de la peur tant les tueurs en série étaient actifs cette année-là. Mais Bundy avait été éliminé de la liste des suspects. Il commettait un autre meurtre dans l'État de Washington le même jour. Ce n'était pas lui. Park partage l'intuition de Hayward. Ce crime est personnel. Le nombre de coups de feu, 5. Ça ressemble à une décharge émotionnelle, pas à l'exécution froide d'un prédateur en série. Il suspecte Richard Finder, mais il garde aussi un œil sur Jerry Hiker. Et en 2005, avec les progrès de la science, les tests ADN débutent. Park décide d'exploiter et tester les éléments matériels de l'époque. Le kit médico-légal, les vêtements de Barbara, et après 2 ans de travail et de recherche par le labo de police, rien d'utilisable. Il reste une seule chose à tester. La poignée de terre prélevée sous le corps en 1974, conservée dans un sac plastique, dans un carton depuis 33 ans. Park ne l'avait pas envoyé en premier parce qu'il pensait pas trouver de l'ADN dans de la terre. Qui pense à ça? De la terre, dans un sac, depuis 3 décennies. Mais c'est tout ce qu'il lui reste, alors il l'envoie. Ils ont un profil. Des traces d'ADN dans l'échantillon de terre. Park entre le profil dans la base de données. Il obtient un nom. Voici ce qui s'est passé le 11 mars 1974. Un peu avant midi, le tueur regardait Barbara se garer au bord du trottoir. Il s'approche, monte dans la voiture, sourit. Elle sourit aussi. Ensemble, ils roulent jusqu'au prêteur sur gage de Salt Lake City. Barbara descend pour vendre le collier. Le tueur passe côté conducteur, et il attend, le cœur battant. Parce que le tueur était amoureux de Barbara, et il avait décidé que ce jour-là, il allait enfin franchir ce cap de lui avouer ses sentiments. Elle partait, c'était maintenant ou jamais. Barbara ressort, monte côté passager. Le tueur se tourne vers elle avec un sourire et lui dit « Il y a des sentiers pas loin, on va se balader avant que tu partes ?» Barbara hésite, elle n'a pas vraiment envie mais le tueur insiste. Un dernier moment ensemble. Barbara hausse les épaules. D'accord. Ils garent la voiture près du canyon. Ils descendent, commencent à marcher. En marchant, le tueur touche l'extérieur de sa poche. L'arme est là. Il ne sait pas encore s'il va s'en servir, mais il vérifie. Il marche, il parle, et à un moment, le tueur s'arrête, regarde autour de lui. Personne. Il s'avance vers Barbara. Il la touche d'une manière qui ne laisse aucun doute. Barbara recule d'un bond. Elle lui dit qu'elle ne veut pas de ça. Le tueur est furieux. Il s'avance encore. Voit la peur dans les yeux de Barbara, ce qui le rend encore plus furieux. Il sort l'arme, la pointe sur elle, et lui dit « Déshabille-toi ». Barbara obéit, mais elle prend son temps, délibérément. Elle retire sa veste, la plie soigneusement, la pose dans l'herbe, son pull, plié, posé. Vêtement après vêtement, les mains tremblantes. Et tout en s'exécutant, elle supplie. Elle lui parle. Elle essaie de le ramener à la raison. Il ne l'écoute pas. Quand elle a fini, elle continue de supplier. Il tire en pleine poitrine. Elle tombe, il continue de tirer, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Il panique, court jusqu'à la voiture, prend la route vers Provo. En chemin, il jette le sac à main de Barbara et l'arme. En arrivant sur le campus, il gare la voiture devant un immeuble, plus loin dans la rue. Pas devant chez Barbara. Il ne veut pas que les colocataires le voient sortir de la voiture. Il laisse la lettre d'adieu de Barbara sur le siège. Elle ressemble assez à une lettre de suicide. Si les colocataires la trouvent, elles iront peut-être voir la police en disant que Barbara a mis fin à ses jours. Et la police ira chercher ailleurs. Il descend de la voiture et il rentre chez lui. Le tueur s'appelle Jerry Hiker, le meilleur ami de Barbara. L'homme qui avait été à ses côtés pendant 3 ans sur ce campus où elle n'avait personne, qui l'écoutait quand personne d'autre ne le faisait, qui avait essayé de lui trouver un autre logement quand la situation avec ses colocataires était devenue trop pesante,
qui lui avait remis ses clés ce matin-là, qui avait demandé 2 fois si leur plan de l'après-midi tenait, qui était resté planté sur le trottoir à la regarder partir. L'année suivant le meurtre, Jerry avait été relié à plusieurs agressions sexuelles sur le campus, mais les preuves manquaient pour l'arrêter. Il avait continué à vivre sa vie, à passer entre les mailles du filet, jusqu'à ce que le laboratoire trouve de l'ADN dans cette poignée de terre prélevée sous le corps de Barbara en 1974. Le profil correspondait à celui de Jerry, déjà fiché pour une autre affaire. Quand il est finalement arrêté en 2007, il est mourant, un cancer. Il avoue pour une peine réduite. Il purge 5 ans puis il est libéré. Il meurt en 2014. Et le médium, Richard Finder ne savait pas qui avait tué Barbara, mais il savait que l'arme avait été jetée quelque part. Un détail que la police n'avait jamais rendu public. Comment ? Nul ne le sait. En 1974, ça en avait fait le suspect numéro 1. Pendant des semaines, Hayward était convaincu de tenir le tueur. Le tueur était quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne ne regardait. Jerry avait aidé Barbara à acheter cette arme pour qu'elle puisse se protéger. C'est lui qui lui avait volé. Et c'est avec cette arme-là qu'il l'a tuée. Barbara Rocky avait 22 ans, elle voulait juste partir, loin d'un endroit où elle n'avait jamais trouvé sa place. Ce matin-là, elle avait écrit une lettre, vendu son bien le plus précieux, et elle était montée dans sa voiture pour ne jamais réapparaître. Si vous avez aimé cette histoire, retrouvez toutes les affaires de la chaîne dans la playlist True Crime juste ici, et dans les commentaires, dites-moi à quel moment avez-vous commencé à soupçonner Jerry. C'était SH, je vous dis à très bientôt. Bye bye.